Pendant 46 ans, la guerre sévissait entre l'Angleterre, la France et leurs colonies américaines. À la frontière des deux empires s'étendait le Nouveau-Brunswick central, bordé par le Grand Fleuve. Cette région est devenue un refuge pour les Acadiens et les loyalistes pendant la période de conflit. Des chasseurs y ont habité pendant des milliers d'années. Un point de Clovis retrouvé récemment provient d'un épieu, utilisé au moins 10 000 ans passés par un peuple inconnu. En 1684, les Malécites dominaient la région. C'étaient des chasseurs qui vivaient en groupes familiaux. La Grande Rivière et ses tributaires leur servaient de route. Ils voyageaient rapidement en canots d'écorce propulsés par des pagailles souvent ornées de dessins personnels. À chaque printemps, ils se réunissaient en communauté sous la direction des chefs à Médoctic ou Opac, à l'est de Fredericton. Parfois, ils s'assemblaient pour aller en guerre contre un ennemi commun. Ils ont été convertis de bonne heure à la religion catholique par des missionnaires français. Et ils ont érigé, à Médoctic, une chapelle en 1717, là où cette cloche a été utilisée. Ils contrôlaient les régions avoisinantes de Fredericton et collaboraient avec les autorités françaises. Depuis l'époque de Champlain, la vallée centrale de la rivière Saint-Jean a fait partie de l'Empire français d'Amérique du Nord sous le nom d'Acadie. Peu d'Acadiens y demeuraient, mais après la menace des ennemis anglais, le gouverneur français est venu s'y réfugier. Quand les forces anglaises se sont emparées de Port-Royal en 1690, le gouverneur Villebon a érigé un petit fort à l'endroit où la rivière Nashwaak se joint à la rivière Saint-Jean. Quelques années après, des Acadiens ont quitté la Nouvelle-Écosse pour bâtir au fur et à mesure un établissement qu'ils ont nommé la Pointe-Sainte-Anne, qui sera attaqué en 1759 par un groupe de Rangers du Massachusetts. Les Rangers étaient des ennemis mortels de la France. Ils brûlèrent le petit village et tuèrent plusieurs habitants de la région. La plupart des survivants se sont enfuis vers le nord. À la fin de la guerre en 1763, la France a cédé tous ses territoires dans la région à l'Angleterre. Avant la fin de la guerre, des immigrants du Massachusetts ont reçu des terres bordées au nord par la rivière Saint-Jean. On les appelait les Planters ou semeurs. La plupart des Planters étaient les jeunes fils de fermiers de la Nouvelle-Angleterre qui cherchaient des terres agréables et moins coûteuses. Leur communauté se trouvait à Morgerville, bâtie par intervalles le long de la rivière Saint-Jean, qui était en crue à chaque année. Ils ont construit l'église Congregation et un de leurs citoyens, James Simons, sera membre de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. La période de paix après la guerre de 7 ans fut de courte durée. En moins d'une décennie, la communauté sera aux prises avec la guerre de la Révolution américaine. Cette guerre civile a entraîné des divisions entre amis et membres des mêmes familles. La plupart des Planters se sont joints à la cause révolutionnaire, mais ils n'ont pas été capables de vaincre les forces britanniques en Nouvelle-Écosse, malgré tous les efforts des Américains pour faire de cette région le 14e État. À la fin de la guerre de la Révolution américaine, la région deviendra décidément britannique. Elle servira de refuge à ceux qui se sont enfuis des révolutionnaires. Elle deviendra l'avant-poste pour affronter les Américains à l'ouest. Entre 1783 et 1784, plusieurs milliers de ceux qui ont soutenu la cause britannique contre les colonies américaines s'enfuiront de la région de New York pour s'établir ici. On les appellera les loyalistes. Les citoyens loyalistes, appelés réfugiés, recevront des terres au sud de Fredericton. Une douzaine de régiments loyalistes recevront des terres au nord pour défendre cette ville contre les Malécites et les Américains. Les nouveaux arrivants venaient principalement du New York et New Jersey, mais d'autres sont venus du Maryland, de la Virginia, North Carolina, Pennsylvanie et Connecticut. Ils ont occupé beaucoup de terres le long de la rivière entre Woodstock et Saint-Jean et le long de la rivière entre Nashwaak, Keswick et Oromocto. Les Acadiens et les Malécites étaient déjà établis dans la région de Kingsclear et au nord de Fredericton. C'est ainsi que les Acadiens se sont déplacés vers la région de Edmundston. Les Autochtones regroupés ont reçu une réserve dans la paroisse. Le gouvernement britannique divisera la Nouvelle-Écosse pour créer la colonie du Nouveau-Brunswick. Le premier gouverneur en sera Thomas Carleton, le frère du commandant de l'armée britannique à New York durant la Révolution. Le gouvernement sera dominé par des loyalistes. Carleton, choisi pour capitale Sainte-Anne, désormais nommé Fredericton en l'honneur du troisième fils du roi.
La vallée centrale regroupera désormais les comtés de York et Sunbury, qui à leur tour seront divisés en paroisses de Kingsclear, St. Mary's, Modgerville et Prince William. La plupart des loyalistes sont arrivés avec peu d'objets matériels, et les premiers arrivants seront obligés d'aller à l'entrepôt militaire pour se nourrir. Peu à peu, leur communauté prendra forme. Ils commencèrent par défricher la terre, établir des petites fermes, fabriquer du bois d'œuvre et mener une vie modeste. Ils garderont toujours leur loyauté et leur mode de vie britannique. Le gouvernement, les traditions politiques et militaires et l'Église anglicane feront partie de leur autre estime, de la loyauté et de l'ordre. Le fleuve de cette capitale provinciale sera dominé par les symboles du pouvoir impérial. Du côté moins élevé de Fredericton se trouvait l'église, remplacée en 1953 par la cathédrale. Un peu plus haut se trouvait Province House, où se réunissait l'Assemblée législative. Au-delà de cet édifice, il y avait le complexe militaire avec la résidence des officiers. Le gouverneur Carleton bâtira son manoir le long de la rivière. Plus tard, sur la colline en arrière de la ville, l'Université du Nouveau-Brunswick verra le jour, en 1839, par une charte royale. La plus grande source de revenus dans les premières années venait de la garnison britannique installée à Fredericton, de la pension des officiers et des forces loyalistes et des officiers de la couronne comme John Saunders, natif de Virginia, qui servit comme capitaine dans les forces loyalistes. Saunders a créé une propriété appelée Barony, et il a servi comme juge en chef du Nouveau-Brunswick. Son épouse, Ariana, était la fille du commandant des loyalistes de Maryland. Comme les autres officiers, il vivait dans l'aisance. Suite à l'arrivée des loyalistes, l'économie sera stagnante. La survivance de l'Angleterre dépendait des navires en bois, et Napoléon avait coupé toutes les ressources de bois d'œuvre de l'Angleterre qui comptera sur le bois d'œuvre du Nouveau-Brunswick. 40% du bois des Anglais provenait de cette province. Pour faire la livraison de ce bois lourd, les Néo-Brunswickois construisirent d'énormes bateaux. Le bois d'œuvre et les bateaux du Nouveau-Brunswick se vendaient à Londres, Liverpool et Greenock, et les bateaux retournaient avec des marchandises britanniques destinées à être vendues dans les magasins à Fredericton. Pour faire fonctionner le système, les fermiers à Kingsclear empruntaient de l'argent aux marchands de Fredericton qui, à leur tour, empruntaient de l'argent aux marchands de Liverpool. Après 1815, les navires de bois d'œuvre retournèrent de l'Angleterre avec des immigrants britanniques qui cherchaient des terres gratuites. Beaucoup des nouveaux arrivants étaient anglais ou écossais, mais la plupart étaient irlandais. Vers 1840, les immigrants britanniques seront plus nombreux que les loyalistes. La plupart des nouveaux arrivants recevront des terres dans des endroits ruraux. De petits villages comme Harvey et Stanley ont surgi d'endroits boisés complètement inhabités. Harvey était habité par des Écossais des basses-terres au nord de l'Angleterre. Stanley sera fondé par des capitalistes britanniques qui ont acheté ces terres aux immigrants britanniques. Les peintures à l'aquarelle démontrent le développement du village de Stanley à partir de l'arrivée des surveillants, du défrichement de la terre, de la construction de la scierie et des premières fermes. Les nouveaux arrivants britanniques apportèrent avec eux leur culture et leurs institutions. Les Écossais et les Irlandais apportèrent avec eux l'Église presbytérienne, les Irlandais l'Église catholique. L'église St. Paul's Kirk et l'église St. Dunstan à Fredericton ont été bâties pour servir les nouveaux arrivants. L'église St. Dunstan a servi de cathédrale au Nouveau-Brunswick pour une courte durée. La présence britannique s'est fait remarquer durant les querelles sectariennes de 1840 quand les soldats de la garnison sont intervenus pour contrôler le vacarme entre Irlandais catholiques et protestants. Il y eut souvent des tensions sociales et politiques entre l'ordre établi par les Anglais et ceux qui s'en sentaient exclus. Parfois, ces sentiments exprimaient une opposition au parti politique dominé par le gouverneur. Parfois, ces oppositions étaient d'ordre religieux, comme entre méthodistes et baptistes, contre la position privilégiée de l'Église anglicane. En 1850, l'Église méthodiste et la cathédrale anglicane ont été érigées en même temps. Le méthodiste L.A. Wilmot, qui était aussi une figure importante pour la réforme gouvernementale, insistait que l'Église méthodiste devrait être plus grande que la cathédrale et que le clocher devrait être plus haut. Durant un demi-siècle, ces différences religieuses ont été aggravées par des mouvements pour une réforme du système gouvernemental traditionnel,
pour l'accès universel à l'éducation et le contrôle de l'alcool. Ces demandes étaient quand même modestes pendant le premier centenaire, car le Nouveau-Brunswick est demeuré complètement loyal à la couronne. Des changements ont eu lieu dans la vallée au cours du 19e siècle. On parlait alors d'union avec le Canada. La garnison impériale a quitté Fredericton et un nouveau mouvement politique appelé Reformers ou Smashers s'est emparé du pouvoir. Ils exigeaient des voies ferrées et des écoles libres. Ils souhaitaient le progrès. Les voies ferrées et l'industrie étaient les moyens rêvés. Les nouvelles communautés commencèrent à s'établir le long des voies ferrées au lieu de la rivière, créant des villages comme McAdam, Fredericton Junction et Napodagan. Les Smashers ont voulu le contrôle local des comtés de York et Sunbury, qui avaient déjà des conseils élus pour prendre en charge les besoins de la population. Éventuellement, les Smashers sont arrivés à faire passer une loi rendant l'école obligatoire et gratuite pour tous. À Fredericton, l'école de Charlotte Street et plus tard de York Street seront construites pour accommoder tous ces nouveaux élèves. L'école normale se chargera de la formation des nouveaux enseignants. Après un grand débat, les catholiques de Fredericton obtiendront le droit de créer leur propre école à St. Dunstan, louée au public par le district scolaire. Les Smashers ont aussi aboli la prison de York County et ont fait passer une loi interdisant l'alcool. Les fermes deviendront plus grandes et plus rentables quand les fermiers ont eu accès à de nouvelles machines et à un élevage de bétail sélectionné. Les fermes les plus grandes produisaient un surplus de foin, patates, lait, viande et pommes, vendus à la ville ou exportés en Angleterre et aux États-Unis. Il y aura des expositions agricoles à chaque année dans la plupart des villages pour encourager la qualité des produits et des expositions provinciales débutèrent en 1852. Les grandes expositions avaient pour but de faire état du développement industriel ainsi que du développement agricole du Nouveau-Brunswick. Les changements industriels seront drastiques à cette époque. L'économie industrielle, commencée avec le bois d'œuvre, se poursuivra avec le cuir, les souliers, les carrosses, les produits en fer, l'équipement pour la voie ferrée et le coton. Beaucoup de centres de manufacture apparaîtront à cette époque. Le grand stimulus sera la voie ferrée. Dans le dernier tiers du 19e siècle, Fredericton deviendra un centre manufacturier assez important, produisant de l'équipement agricole, des carrosses, des souliers et des canots. Le symbole de l'époque sera Alexander Boss Gibson. Fils d'immigrants irlandais, Gibson est un bûcheron qui deviendra le plus grand producteur de bois d'œuvre de la province. Il construisit à Marysville des scieries, un magasin pour la compagnie, des maisons pour ses ouvriers et un pont ferroviaire. Il participera à la construction de 3 voies ferrées, Fredericton Junction, Edmundston et Chatham. Il reçut plus d'1 million d'acres de terre boisée en échange pour la construction de la voie ferrée de la province. Finalement, il établit une filature de coton à Marysville, un des plus grands projets industriels de cette province. Il fit construire pour ses ouvriers des maisons qui longeaient les abords de la filature. Il construisit aussi l'église méthodiste de Marysville. Gibson employait plus de 2000 ouvriers dans ses entreprises. Il mourut en 1913 comme un clochard. Le triomphe de la réforme technologique ne changera pas les attitudes et les traditions des habitants de cette province. L'impérialisme formait une grande partie de leur identité. La fête de la reine Victoria, le 24 mai, sera célébrée à chaque année, chaque célébration civique commençant par le God Save the Queen, et à chaque rencontre publique, les gens buvaient à la santé de la reine. Dans les années 1880, plusieurs étaient d'avis qu'il fallait un empire britannique uni. Plusieurs jeunes hommes se sont battus pour l'empire durant la guerre des Boers en 1900. Pour soutenir la cause britannique, les femmes de Fredericton formèrent une société patriotique appelée l'Ordre impérial des filles de l'Empire. Lors de la guerre de 1914, la loyauté des gens du Nouveau-Brunswick ne fera aucun doute. Des milliers de jeunes hommes se mobilisèrent pour le service militaire et plusieurs d'entre eux y laisseront leur vie. Le régiment York fit partie de plusieurs batailles majeures, dont Vimy Ridge. La vie sera difficile après la Première Guerre mondiale. Une génération entière de jeunes hommes partis de la vallée centrale pour l'Europe retournèrent chez eux pour faire face à une dépression économique très sérieuse. Peu de ces hommes sont retournés à la ferme, et beaucoup quittèrent le Nouveau-Brunswick
pour trouver ailleurs une nouvelle vie dans les provinces de l'Ouest ou à Boston. Avec cette immigration, prit fin le troisième âge du Nouveau-Brunswick. La Grande Dépression a débuté en 1929 et s'est poursuivie pendant une décennie. À l'époque, il y avait peu d'emplois, pas de sécurité et aucun système de protection sociale. Plusieurs personnes seront obligées de retourner à l'agriculture pour pouvoir se nourrir. Au Nouveau-Brunswick, les gens vont cependant toujours demeurer fidèles à l'Empire. Durant la Dépression, le premier ministre John McNair déclare même que le Nouveau-Brunswick était une province de l'Angleterre. Quand les forces nazies envahirent l'Europe en 1939 et que l'Angleterre sera la seule à les confronter, des milliers de Néo-Brunswickois viendront à la défense de la mère patrie. Lord Beaverbrook, originaire du Nouveau-Brunswick et responsable de la Royal Air Force durant la bataille pour l'Angleterre, rêvait encore d'un grand empire britannique uni. Il a servi comme chancelier de l'Université du Nouveau-Brunswick et a fait bénéficier les habitants de la province de sa grande fortune par des bourses d'études, des édifices et une galerie d'art. Plusieurs changements se produiront à la fin de la guerre. Au cœur du progrès, on retrouve la décision du gouvernement fédéral de créer des programmes sociaux pour tous les Canadiens. On mettra de l'argent entre les mains des individus et on accordera des subsides aux provinces. Ces nouvelles ressources publiques seront utilisées pour construire deux des plus grandes institutions du Commonwealth britannique, la base militaire de Gagetown et l'école Fredericton High, pouvant accommoder 3000 élèves. L'influence de l'État a grandi durant cette époque. Le premier ministre Louis-J. Robichaud abolira les conseils de comté et fera en sorte que la province se charge des soins de santé, des écoles et de l'assistance sociale. L'université, sous la direction de Colin Mackay, s'agrandira d'un petit collège à un complexe universitaire de plusieurs milliers d'élèves. L'université St. Thomas déménagera de Chatham à Fredericton. L'hôpital Chalmers deviendra le centre médical régional. La province entreprit des projets de développement avec la construction du barrage hydroélectrique de Mactaquac, le moulin à papier et la ville de Nakawik. Ces développements seront cependant très coûteux. 19 communautés de fermes seront détruites pour faire place au camp de Gagetown et des centaines d'autres fermes des environs de Fredericton seront submergées par le barrage. Pour ces nouveaux services, il fallut une augmentation d'emplois dans le domaine des services publics et un déclin dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie. La filature de coton de Marysville devint un bureau civil. La population centrale du Nouveau-Brunswick doublera durant cette époque. La ville de Fredericton, auparavant limitée au plateau du centre-ville, sera agrandie maintenant jusqu'au point culminant de la colline. Les petits villages de la banlieue seront amalgamés à la ville. En 1990, 80% des gens vivant dans le comté de York demeuraient à Fredericton. Ils vivaient sur des fermes, mais ne dépendaient pas de l'agriculture pour leur survie. Les voies ferrées seront démolies et remplacées par de grandes autoroutes, la plupart des gens de Fredericton ou Oromocto ayant maintenant une voiture. L'augmentation d'emplois encouragera l'affluence de nouveaux arrivants, notamment le retour d'une communauté acadienne. Après la loi sur les langues officielles, les Acadiens occuperont une place importante dans les services publics. Le symbole de leur retour sera la création de l'église Sainte-Anne des Pays-Bas, nommée d'après la première église incendiée en 1759. En dépit de ces changements, Fredericton, vers 1990, ressemblait encore au Nouveau-Brunswick de 1830. L'agriculture, l'industrie et la voie ferrée ont fait place au gouvernement et aux services. La majorité de la population était d'origine britannique, Acadiens et Malécites étant minoritaires. Cependant, à compter de cette époque, le centre de l'Empire sera à Ottawa et non à Londres.